Le face-à-face avec Angélique Souche sur NC Première. Bienvenue dans ce face-à-face. Les travailleurs handicapés dans l'emploi au cœur du débat ce midi. Aujourd'hui encore, la plupart des entreprises payent plutôt que d'embaucher. 98% des entreprises privées, 94% du public. Pourquoi les employeurs ne jouent-ils pas le jeu? Ne se sentent-ils pas concernés? Ou au contraire, est-ce le système qui ne le leur permet pas? 4 invités pour en débattre. Richard Fournier, le président du collectif handicap. Mireille Lévy, membre du MEDEF. Mireille Cassin, de la direction de l'économie et de l'emploi de la province Sud. Et Magda Bonal-Thureau, directrice de la direction du travail et de l'emploi. Mesdames, messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation. Alors, élément de cadrage, donc une loi existe depuis 2009, une loi qui oblige les entreprises de plus de 20 salariés à embaucher des travailleurs handicapés dans leurs effectifs, donc à hauteur de 2,5% de leurs effectifs. 6 ans plus tard, le gouvernement fait le constat, lance une campagne en disant que on a donné les chiffres, c'est une grande majorité qui n'embauche pas et qui paye. Mireille Lévy, vous représentez le MEDEF, vous êtes chef d'entreprise. Comment ça se fait? Pourquoi les entreprises n'embauchent pas de travailleurs handicapés dans leur société? Eh bien, c'est vrai que... Pas ou peu, on caricature un peu. Oui, on pense qu'ils se dédouanent en payant la taxe, la contribution qui est mise en place. Le MEDEF a toujours précisé que il n'y a pas un endroit qui centralise justement ces demandeurs d'emploi en situation de handicap. Et il est fort difficile pour les entreprises de déceler, de repérer des demandeurs d'emploi dans ce secteur-là. Alors, ça veut dire que les entreprises voudraient, si elles pouvaient... Alors, je pense qu'elles préféreraient embaucher des personnes à compétences égales. Je vois pas pourquoi elles n'embaucheraient pas un handicapé. Il n'y a aucun tabou, etc. Mais il y a un manque d'information pour les aides qu'elles pourraient avoir par les institutions qui donnent, par le fonds d'insertion professionnelle, la possibilité d'aménagement de poste, par exemple, ou d'accompagnement pour la formation de ces personnes en situation de handicap pour pouvoir acquérir un emploi dans une société. Et la grosse faille, c'est qu'il n'y a pas dans le système une centralisation de ces personnes demandeurs d'emploi. Par exemple, quand vous allez à la DEF, vous n'avez pas une liste de personnes handicapées, vous avez une liste de demandeurs d'emploi. Il n'y a pas de petite coche pour indiquer que telle personne est handicapée ou pas. Alors, ça peut être parce que la personne ne veut pas se faire reconnaître handicapée. Elle a le droit, tout à fait. Mais aucun indicatif n'est donné aux employeurs leur indiquant qu'une personne est handicapée. Et on doit passer automatiquement par la DEF, les employeurs, pour pouvoir faire une embauche. Donc, c'est au niveau des institutions à proposer un système qui puisse nous permettre de repérer ces personnes. Alors Richard Fournier, je rappelle, vous êtes le président du collectif handicap. Est-ce que vous entendez cette bonne volonté des entreprises? Quel est votre diagnostic? Je comprends très bien le MEDEF et à ce sujet. Je crois que depuis 5 ans maintenant, nous demandons un état des lieux pour savoir combien de personnes handicapées existent sur le territoire, quel type de handicap, quel taux, où il se trouve. Vous ne le savez pas vous-même, par exemple absolument. Au niveau du collectif? Non, nous ne le savons pas et aucun service n'est capable de nous le dire à l'heure actuelle. On nous donnera des chiffres approximatifs, mais il n'y a pas, je parlerai même d'inventaire, vous voyez, du nombre de personnes où ils se trouvent, dans quelle commune, dans quelle province, etc. Quels sont leurs niveaux d'études, parce qu'il y a, si vous voulez avoir des personnes, des travailleurs handicapés en situation de handicap, dans le milieu du travail, il faut savoir quelles études ils ont fait, quelle formation ils ont fait, quels sont leurs acquis, Une entreprise ne va pas avoir besoin d'une personne qui ne fait rien chez elle. Il faut tout de même savoir qu'un patron, il a besoin d'une rentabilité. Ça, nous en sommes conscients. Maintenant, le gros problème, c'est la formation. Quelle formation on leur propose ? Quel suivi, quel environnement on va donner à une personne en situation de handicap. On sait très bien que vous avez des personnes en situation de handicap qui travailleront toujours en milieu protégé.
les CAT. On sait qu'il y a des personnes qui pourront travailler dans des entreprises et qui, elles, auront besoin d'un accompagnement, d'un référent pour que le patron ou l'employé puisse se dire s'il y a un problème, on a un référent quelque part. Et ensuite, vous avez des autres personnes qui peuvent, parce qu'elles ont un handicap moteur ou quoi que ce soit, et qui sont libres de travailler dans une entreprise. J'en connais certains qui travaillent dans des banques, qui sont en fauteuil roulant, ça ne gêne personne. Mais on n'a pas d'inventaire à ce sujet-là et c'est bien dommage. Alors justement, Mireille Cassin, je rappelle que vous, justement, travaillez à la DEF, la Direction de l'Emploi et de la Formation, donc un service de la province Sud. Est-ce que pour vous, c'est ce chiffre de 98% des entreprises qui n'embauchent pas de travailleurs handicapés qu'il faut prendre en compte, ou c'est les gens que vous arrivez entre guillemets à placer, parce que finalement on a l'impression qu'on se focalise sur un chiffre particulièrement négatif parce qu'on ne connaît pas l'autre réalité, ceux qui travaillent. Les 98%, je ne sais pas si c'est un chiffre de la DTE que vous c'est un chiffre qui a été donné par parce qu'en fait, le gouvernement c'est la direction en lançant sa campagne. D'accord. Parce qu'en fait, c'est la direction du travail qui centralise en fait le nombre d'entreprises qui sont soumises à l'obligation. Je pense que Magda a sûrement les chiffres en main et puis ça me paraît très très éloigné. Concernant la direction de l'économie, de la formation et de l'emploi, donc il y a un service qui existe et bien avant cette loi-là, qui accueille et qui accompagne les travailleurs handicapés. Donc les entreprises ont été déjà donc informées qu'il y avait un lieu pour pouvoir faire une demande de recrutement, etc. C'est au service emploi. Donc c'est clair qu'il y a eu des informations qui ont été faites à la CCI, qui était d'ailleurs à l'initiative de la DTE, pour informer toutes les entreprises qui sont soumises à une obligation d'emploi où est-ce qu'on peut aller faire un dépôt pour une demande pour un recrutement de travailleurs handicapés. Donc c'est clair que lorsqu'on fait une demande, quand on embauche, on n'embauche pas un handicap. C'est clair qu'on embauche des compétences. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des entreprises, c'est vrai, qui passent par notre service et qui nous disent donnez-moi une liste de tous les publics handicapés et je vais voir ce que je peux faire. Non. Pourquoi c'est pas possible, ça? Mais parce qu'une personne qui a une déficience, par exemple, visuelle ou auditive, n'aura pas la même capacité qu'une autre personne qui aura exactement la même problématique. Ça va dépendre de la personne, comment est-ce qu'elle le gère, comment est-ce qu'elle le compense. Et à des déficiences qui sont pratiquement les mêmes, les personnes ne le géreront pas de la même manière. Donc on a des personnes, par exemple, on a des personnes qui sont en fauteuil et qui sont en photographe. Et pourtant, un photographe, ça demande de se déplacer, etc. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui est en fauteuil ne sera pas forcément sur un poste immobile à ne pas bouger. On a des personnes qui ont une déficience qui est visuelle et qui travaillent en informatique. Alors qu'on se dit que, mince, si j'ai une déficience et que je vois pas très bien... C'est pour éviter finalement les a priori éventuellement de C'est pas un handicap qu'on met sur sur un poste, c'est des compétences. Donc, ce qui veut dire que toutes les personnes... en fonction de leurs compétences, de leurs aptitudes, eh bien, on va essayer de déterminer donc avec eux quel est le meilleur environnement qui ne soit pas nuisible ni pour leur santé ni pour celle d'autres à côté. Donc, on ne peut pas dire dites-moi ce que vous avez comme problème et je vais vous dire ce que je vais trouver en solution. Non, c'est qu'est-ce que vous avez en compétences. Et lorsqu'il y a une problématique, c'est de dire comment est-ce qu'on peut voir pour compenser, pour aménager s'il y a besoin. Il y a très peu d'aménagements de postes qui ont été faits. Donc, parce que les personnes en général, elles vont vers des choses qu'elles sont en capacité de faire. D'elles-mêmes. Oui, je veux dire que quelqu'un qui a une problématique d'eau va pas aller sur un poste en livreur, en manutentionnaire, en maçon. Alors justement, on va revenir avec vous, Magda Bonalturo, sur, donc je rappelle, vous êtes la directrice de la DTE, la direction du travail et de l'emploi. Sur ces chiffres, on le voit, on parle pas toujours de la même chose, de qu'est-ce qu'un travailleur handicapé, combien sont-ils, etc. Aujourd'hui, essayez de nous donner un petit peu ces grands chiffres pour savoir de quoi on parle vraiment. Alors d'une part, je rappelle que la loi date de 2009. On a commencé à regarder d'un peu plus près les chiffres à partir de cette époque-là. Ce qu'on observe, c'est quand même une augmentation du nombre de personnes en situation de handicap qui travaillent, mais c'est pas encore suffisant. Donc ce qu'on va essayer de faire en sorte, c'est d'augmenter ce chiffre-là. On l'a aujourd'hui, ce chiffre, on parle des fois de 200, de 400, alors, il n'y a pas de chiffre attention, officiel. L'obligation d'emploi porte pas seulement sur les personnes en situation de handicap, mais aussi sur les personnes qui sont bénéficiaires d'une rente de la CAFAT et essentiellement. Donc, c'est-à-dire d'incapacité aussi. Tout à fait. C'est mais ça. Dans tous les cas, on est effectivement sur des personnes qui ont leur capacité physique ou sensorielle réduite. Donc, on va pouvoir dire que c'est
un ensemble. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est augmenter ces chiffres-là. Ce qu'on sait, c'est qu'à peu près, il y a 300 personnes en situation de handicap qui travaillent actuellement dans les entreprises en Nouvelle-Calédonie, que les 2/3 des entreprises remplissent leurs obligations uniquement par le paiement d'une contribution. Donc, c'est 2/3, un peu moins de 60%, et qu'il y a quand même, en gros, 1/3 des entreprises qui remplissent leurs obligations uniquement par l'emploi d'une personne en situation de handicap. Donc, il faut relativiser. Il y a des entreprises, il y en a 1/3 d'entre elles qui remplissent leurs obligations uniquement par l'emploi de personnes en situation de handicap. Est-ce que la loi, c'est-à-dire 2009, le fait que ce soit devenu obligatoire, a permis de faire bouger les choses? Est-ce que vous avez constaté une évolution? On constate une évolution, disons, sur les derniers chiffres, parce que ce qu'a apporté également la loi, c'est une obligation de déclaration qui était auparavant difficilement remplie, et donc un meilleur contrôle. Et à partir de là, on a des chiffres qui sont comparables. Donc, je ne comparerai pas avant, simplement parce que on avait une moins bonne connaissance. On ne s'y intéressait pas. On ne va pas dire qu'on ne s'y intéressait pas, mais en tout cas, on avait une moins bonne connaissance des chiffres. Et donc, autant commencer à comparer à partir du moment où on a des chiffres qui sont, en tout cas, plus fiables, c'est-à-dire à partir de 2009. Ce qu'on observe aussi, c'est ce qu'on disait, c'est peut-être des freins pour rentrer dans l'emploi, des freins de la part aussi des employeurs qui peuvent être bloqués en se disant comment ça va se passer, l'intégration, etc. Et c'est pour ça que le gouvernement travaille d'ailleurs avec les provinces, et notamment la province sud, pour permettre d'accompagner plus facilement les employeurs dans l'emploi de personnes en situation de handicap. Il y a des choses qui sont déjà prévues et qui montrent la coopération que l'on peut avoir sur des sujets aussi importants que celui-là. Mireille Lévy, il y a malgré tout, alors peut-être pas chez vous, mais chez certains de vos confrères, un problème d'a priori. Cette campagne s'appelle Changeons de regard. Changeons de regard, oui. Encore aujourd'hui un problème de regard. Oui. Le regard, on accuse finalement les entreprises de ne pas employer des personnes handicapées. Donc elles se butent quand même à un problème de repérage. Premièrement, il y a aussi dans le tissu des personnes susceptibles d'être embauchées une capacité, ils sont certainement nombreux, on n'a pas de chiffres, mais ils sont moins nombreux que les possibilités d'accueil peut-être dans les entreprises. Alors est-ce que ça c'est une réalité, Magda Bonal-Tureau? Est-ce qu'il y a plus d'entreprises qui devraient embaucher que de personnes à embaucher, et du coup elles sont obligées de payer? Alors, on n'a pas le recensement des personnes qui recherchent un emploi. Donc, je pense qu'il y a moins de personnes susceptibles d'être embauchées que de possibilités. On ne sait pas. Donc, le fonds d'insertion professionnelle qui est justement alimenté par ces contributions est là pour aider les entreprises. Vous parlez de formation, d'information aux sociétés. Ce fonds est là pour justement aider les entreprises à former le personnel qui pourrait être embauché, à le suivre au sein de l'entreprise pour qu'il puisse bien être intégré. Mais on lui a apporté, cette année, il y a eu 10 dossiers qui ont été présentés seulement sur la quantité de personnes handicapées embauchées. Richard Fournier. Oui, bien là, je vais vous amener quelques chiffres. Depuis 5 ans, il y a eu 1,3 milliard pour le fonds d'insertion professionnelle. On a détourné du fonds d'insertion professionnelle à la demande de certains membres du gouvernement 1,2 milliard. Détourné pour C'est-à-dire le régime handicap. Non, c'est au régime handicap qui gère le fonds d'insertion professionnelle, donc les contributions du patronat, des entreprises. Et ce fonds était de 1,3 milliard. On a détourné pour aider le fonds du handicap a fonctionné. On a détourné 1,2 milliard. Ce que vous voulez dire, c'est que cet argent n'a pas servi à la formation, ni à la formation professionnelle. Oui. Ce qui explique peut-être le retard. Voilà. Alors maintenant, il y a aussi une chose, et nous en avons, nous sommes 4 ici. Eh bien, vous vous apercevez qu'il y a la province qui va s'occuper de la formation, proposer des stages. Nous avons une direction territoriale. Nous avons les communes aussi qui essaient
de travailler là-dedans. Enfin, vous avez beaucoup de services qui s'occupent de la formation professionnelle, de l'insertion professionnelle, et c'est peut-être là aussi où le bas blesse. Il y a beaucoup de personnes. Alors transversalement, on n'a aucun contact, verticalement très peu. Donc, comment peut une personne en situation de handicap, un patron qui veut embaucher quelqu'un, d'abord il va falloir quelqu'un de formé, à un poste bien déterminé. On va revenir à la formation, Ouais, mais Richard Fournier, Ouais. est-ce que vous, Mireille Cassin, donc nous expliquait que forcément pour la province, on ne dit pas à un employeur, tenez, j'ai tel handicap à vous proposer, mais bien j'ai telle compétence à vous proposer. Compétence. Mais est-ce que vous, collectif handicap, vous seriez choqué qu'il y ait une identification particulière, de dire tel demandeur d'emploi a telle compétence et il a tel handicap? Ah, moi, ça me gêne pas, puisque une personne en situation de handicap peut très bien... Moi, je ne vois pas, mais ça me gêne pas qu'on dise Richard Fournier a besoin d'un travail, il n'y voit pas. Je vais vous signaler. Mais il est capable est capable de faire quelque chose. Je vais vous donner plusieurs exemples, si vous voulez. La greffière en chef, je crois, du tribunal de Strasbourg est une personne non-voyante, elle est aveugle. Je connais des directeurs d'entreprise qui sont malvoyants, non-voyants. Ce qui est votre cas, je le rappelle pour nos auditeurs. Ça dépend, si vous voulez. Je crois qu'il faut qu'on soit tous conscients d'une chose, de l'environnement dans lequel la personne qui est en situation de handicap, de sa naissance, par accident, par évolution d'une maladie, donc dans le temps, c'est une déclaration d'un handicap qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer à cette personne qui, du jour au lendemain, moi je suis devenu aveugle par une maladie. À 70 ans, je ne vois pas, donc je travaille pas, moi je suis à la retraite maintenant. Mais si ça m'était arrivé il y a 20 ans de ça, qu'est-ce qu'on propose? Qu'est-ce que la société ou moi-même je peux me proposer pour continuer à travailler normalement? Là aussi, il y a un travail à faire. Mireille Cassin, sur encore une fois, parce qu'on sent que c'est un point important, cette notion de la déclaration et de l'identification. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'envisageable? On sent que les entreprises disent être de bonne foi. Est-ce qu'on peut donner cette information en plus sur l'emploi que vous proposez? Je vous propose tel candidat et il y a celui-ci qui a tel handicap. Est-ce que ça, c'est possible? C'est ce qui est fait déjà, puisque nous, on gère un bureau, et c'est le bureau des travailleurs handicapés, le bureau des publics prioritaires. Juste pour vous donner un chiffre, de 2009 à 2014, on a eu 27 offres d'emploi essentiellement pour un travailleur handicapé, ce qui représentait 12%. Rien que pour l'année de 2015, on est à 16%. C'est-à-dire que là, on a eu 7 offres d'emploi depuis le début d'année, essentiellement pour prendre un travailleur handicapé. Donc, ce qui veut dire que les entreprises, maintenant, elles font donc appel, et notamment, elles font appel en précisant qu'elles veulent un travailleur handicapé. Donc ça, c'est une évolution aussi, et c'est vrai que de plus en plus, elles le disent, elles le signalent, qu'elles sont ouvertes pour accueillir un travailleur handicapé. Lorsque les personnes font une démarche, c'est pas à nous de dire à l'employeur qu'elle est un travailleur handicapé, c'est en accord avec elle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, tout à l'heure c'est ce que vous disiez, il n'y a pas une obligation de dire qu'on est un travailleur handicapé. Maintenant, on peut avoir un intérêt à le faire, puisque maintenant il y a cette loi qui est passée et qui peut quand même être un avantage pour certains. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont un peu plus ouvertes, d'autres non, mais je dirais là après c'est la société. Il y a des travailleurs handicapés qui quelquefois jouent un peu sur la problématique pour être en emploi, et d'autres non. Donc voilà, je veux dire que là après c'est comment est-ce qu'on le gère. Au service emploi, quand on veut un travailleur handicapé, on est assuré quand on passe par notre bureau d'avoir quelqu'un qui rentre dans les bénéficiaires. Donc, malgré tout, si on veut, quelque part, l'entreprise peut trouver du levier. Oui. Après, si le poste est trop complexe, c'est-à-dire que là, par exemple, on a eu quelques offres d'emploi, même dans les travailleurs, on va dire les normaux, j'aime pas ce terme-là, mais on trouve pas non plus. Donc, je veux dire, quelquefois, c'est vrai que le mouton à 5 pattes, c'est pas chez les travailleurs handicapés. Voilà. Donc, après, c'est vraiment essayer de trouver des compétences. On peut les trouver chez les travailleurs handicapés, comme on peut en trouver aussi ailleurs. Donc, voilà, c'est... mais pour ce qui est de déclarer, c'est en accord avec la personne. Et c'est vrai que c'est dans son intérêt toujours. C'est-à-dire que lorsqu'il déclare qu'il est un travailleur handicapé, il y a un accompagnement qui est en mesure... qui est à la mesure de la problématique, en fait. Magda Bonalturo, juste sur ces aides, cet accompagnement, on a l'impression que là aussi, il y a peut-être un déficit d'information. Rappelez-nous, comment ça se passe? Comment l'entreprise elle-même est-elle accompagnée pour accueillir un travailleur handicapé?
Alors, il n'y a pas... là, c'est une question qui relève également des provinces. Hein. Au niveau de la Nouvelle-Calédonie, ce qui a été mis en place dans la loi de 2009, c'est un fonds d'insertion des travailleurs handicapés, dont, il a été relevé que les cotisations ne sont pas exclusives pour ce fonds et peuvent être effectivement attribuées au handicap plus généralement. Mais néanmoins, il y a quand même une partie de ce fonds qui est utilisée au bénéfice des entreprises. Donc, il y a plusieurs choses qui se font de par la loi. D'une part, il y a la possibilité pour les entreprises qui le souhaitent de demander des aménagements, des travaux qui portent sur l'aménagement du poste de travail, l'outillage. D'autres mais aussi des travaux qui portent sur l'accès, plus globalement, sur l'accès pour les personnes en situation de handicap. Et à ce moment-là, le fonds pour le handicap peut prendre en charge, le fonds d'insertion pour le handicap peut prendre en charge une partie du coût supporté par l'entreprise pour ces travaux. Oui. Par ailleurs, ce qu'on disait, le fonds d'insertion pour le handicap a développé d'autres types d'actions en accord avec d'autres prestations, en accord avec la province, et qui vont être des prestations qui portent sur l'accompagnement des employeurs pour l'insertion d'une personne en situation de handicap dans leur entreprise, le diagnostic, et qui fonctionne également depuis maintenant quelques années et sont reconduites régulièrement. Est-ce que tout ça est suffisant, Mireille Lévy ? Du point de vue de l'entreprise, bien sûr. Du point de vue de l'entreprise, oui, ce fonds est là. Il est bien approvisionné par les contributions. Il y a pas de souci. Les entreprises voudraient que ça fonctionne mieux, c'est sûr. Mais le problème, vous dites qu'il y a 27 demandeurs d'emploi en situation de handicap. Non. Combien on en reçoit à l'année 500 et quelques. 540 en 2014. D'accord, ok. Il n'y a pas que 27. Non. Ça m'a fait percuter ce chiffre parce que ça me paraissait très, très léger. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est que quand on doit embaucher, on doit faire une demande préalable à l'ADEF, qu'on nous donne une liste de personnes pour tel poste ou tel poste recherché. C'est vrai que la notion du handicap, il faut que le handicapé lui-même se mette en avant et par ses compétences et qu'il signale qu'il est handicapé pour que l'entreprise puisse faire le choix, à compétences égales, de prendre une personne en situation de handicap. Et les entreprises de moins de 20 salariés, ce qui est quand même, il faut le dire, la grande majorité des entreprises calédoniennes. Elles n'ont pas d'obligation. Elles n'ont pas d'obligation. Est-ce qu'elles ont une incitation ? Non, pas d'incitation, mais elles emploient. C'est pas recensé, ça. Mais certaines petites entreprises ont des travailleurs handicapés. Oui, moi, je sais que j'ai mon entreprise il y a quelques années. J'avais 3 employés, j'en avais un handicapé. Mais là, j'avais pas d'aide pour l'aménagement de poste. La loi n'avait rien prévu à ce moment-là. Mireille Cassin, qu'est-ce que ça représente ? Parce que finalement, c'est peut-être là juste le principal visé. Si vous permettez, sur les chiffres, c'est-à-dire que tout à l'heure, on disait, mais il n'y a pas d'offre spécifique pour les travailleurs handicapés. En fait, par exemple, rien que pour l'année de 2015, on a mis en place 63 contrats. Sur les 63 contrats, il y a 43 embauches. Et sur ces 43 embauches, il y a eu 7 demandes de travailleurs handicapés. Ce qui veut dire que tout le reste, c'est pas des entreprises qui ont demandé un travailleur handicapé et qui ont fait donc un effort pour prendre un travailleur handicapé. Donc c'est clair que on ne positionne pas que des personnes sur des offres d'emploi pour les travailleurs handicapés parce qu'on en a pas tant que ça. On voit que ça tourne autour de 12 à 16% d'offres spécifiques pour des travailleurs handicapés quand les entreprises veulent rentrer dans leurs obligations. Mais sinon, les travailleurs handicapés ont accès à toutes les offres. Là, vous parliez... Et là, parce que c'est un peu la question, encore une fois, avec ce changement de regard. Vous parliez d'entreprises privées et publiques. C'est vrai que sur les entreprises de moins de 20 salariés, on est environ, nous, en embauche à 36%. Donc, finalement, les petites entreprises font mieux que les grosses ?
Non, parce qu'il y en a 64% de grosses qui embauchent. D'accord. Dans Donc elles nos embauchent chiffres. aussi. En insertion. En CDI ou en CDD? Cette année, il y a eu en stage 10 CDI de signés, 26 contrats à durée déterminée et 7 aides à l'emploi. Richard Fournier, est-ce que justement le principal vivier d'emploi en Calédonie, ces petites entreprises, c'est pas là qu'il y aurait un effort à faire, une incitation peut-être Ben oui, à leur mais proposer? si vous voulez, nous, quand j'ai pris la fonction de président, c'était déjà fait. La loi disait qu'il fallait 2,5% de personnes pour les entreprises de plus de 20 salariés. Maintenant, est-ce qu'on peut le baisser? Ça serait une bonne chose. Je crois qu'un artisan qui a besoin d'une personne compétente et formée pour ce travail et qui se trouve en situation de handicap a autant le droit d'avoir une aide pour l'aménagement du poste, techniquement, un fauteuil, un ordinateur, une rampe d'accès, ou etc. Ça, je pense que ça marchera, ça. Maintenant, c'est toutes les... moi, si vous voulez, il y a 3 sortes de personnes en situation handicapées pour le travail. Vous avez les personnes qui seront toujours en CAT, en centre d'aide au travail en protégé. Ça, il faut les prendre en considération, ceux-là aussi, parce qu'on les fera travailler pour... ils aiment travailler, ils veulent travailler. Il y a un CAT en Nouvelle-Calédonie. Il y en a 2 en ce moment-là. Il y en a un du côté de Pouédy, et puis il y a l'autre à Tina. À Tina. Voilà. Tina, oui. Voilà, hein, j'ai oublié les noms. Et il y a 2 CAT. Il y a aussi des personnes, comme là, en ce moment, nous avons HandiJob qui essaie de faire travailler des personnes en situation de handicap, mais avec un environnement d'accompagnement permanent. Et après, vous avez des personnes qui peuvent travailler librement. Maintenant, tout passe, tant qu'on n'a pas les chiffres exacts de l'handicap, de ce qui se fait, que fait l'éducation nationale, dans les CLIS, dans les UDIS, qu'est-ce qu'on propose aux gens, c'est tout un ensemble. Les personnes en situation de handicap, si elles ont un bon environnement, ont une situation dans la vie tout à fait compatible. Pour ceux qui peuvent travailler, vous avez des personnes, on le sait très bien, qui ne pourront jamais travailler parce que intellectuellement, elles ne peuvent pas. Mais pour ceux qui le peuvent, là, il faut mettre ce qu'il faut. Maintenant, il y a aussi la rémunération que l'on donne, l'allocation minorée. Par exemple, une personne en situation de handicap qui ne peut pas travailler touche 90 000 francs. Et si elle travaille, elle touchera 50 ou 40 et quelques mille francs. Je pense que là, il faudrait qu'on trouve un autre système pour permettre à ces gens de travailler dans la dignité. Et ça, c'est un autre débat. Magda Bonal-Turou. J'en profite pour rebondir, puisque vous m'en donnez l'occasion. Effectivement, parmi les mesures qu'a financé le gouvernement, il y a aussi le fonds d'insertion pour les travailleurs handicapés qui finance également régulièrement HandiJob. Donc, qui est l'une des associations du collectif handicap. Sur cette question, quelle est des entreprises de moins de 20 salariés, c'est-à-dire d'élargir un petit peu, d'ouvrir encore un peu plus les portes. Qu'est-ce qui est possible? Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable d'ouvrir un peu ce dispositif? Moi, je pense qu'il y a une volonté commune de faire évoluer la question du handicap et de la vision du handicap et du travail des personnes en situation de handicap en Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est clair, et on voit que ces dernières années, quand même, ça bouge, que certainement des choses ont été faites, elles ne sont pas suffisantes, et que donc il s'agit maintenant de continuer sur cette lancée-là. La question de baisser l'obligation en termes d'effectifs de l'entreprise peut être un moyen, ça peut être aussi d'augmenter le nombre, le pourcentage qui est affecté. Il y en a d'autres. En tout cas, moi je crois qu'il y a une volonté politique de faire avancer ce dossier-là, et que ça peut être une solution, mais ça n'est pas la seule, qu'il faudra regarder tout ce qui est possible de faire. Mireille Lévy, pour le MEDEF. Oui, en ce qui s'agit des petites entreprises, si on applique le 2,5% de l'effectif, ça va pas faire grand-chose. Hein. Ça va faire un quart de temps ou quelque chose. Je pense que les grandes entreprises ont plus de facilité d'embaucher en CDD une personne handicapée qu'une petite entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la grande entreprise, on peut l'obliger, la petite, il faut l'inciter? L'inciter, mais elle pourra pas prendre. Si on a les mêmes termes d'obligation, ce sera un petit job.
Et c'est pas valorisant pour la personne handicapée. Elle va être embauchée dans une petite société parce qu'il y a une obligation. Autrement, on va payer une contribution. On va la mettre dans un emploi à quart de temps ou à mi-temps selon la grosseur de l'entreprise. Mais c'est pas ça qui va faire évoluer les travailleurs handicapés. Je pense qu'ils ont plus leur place dans une grosse société, une grosse entreprise où ils pourront avoir un emploi à 169 heures ou moins dans l'entreprise qui sera plus valorisant pour eux que d'être à moindre salaire, moindre horaire dans une petite entreprise. Et moindre reconnaissance. On l'imagine. Après, les petites entreprises emploient à plein temps des personnes handicapées, mais les obliger avec un pourcentage, comme on peut les obliger dans une grosse société, je ne pense pas que ce sera viable. Déjà, on voit les défaillances qu'il y a avec cette loi. Justement, le CHD doit prendre en main une révision un peu de toutes les lois, etc. Ils se sont engagés enfin à faire un schéma directeur pour le handicap. On l'attend avec impatience. On va y participer, justement. Et il faut que tout le monde y participe. C'est-à-dire pas que le gouvernement, mais les associations de handicapés, les employeurs, la DTE. Tout le monde doit se mettre autour d'une table et parler de ce que... Bon, voilà. On a un recul maintenant, on voit les défaillances qu'il y a eu, on voit les avantages et les inconvénients, on met tout sur la table, on revoit des lois, parce que les lois, elles peuvent être changées, elles peuvent être adaptées aux liens économiques qu'il y a en ce moment, et je crois que ce sera bénéfique pour tout le monde, autant pour les handicapés que pour les entreprises. Mireille Cassan et ensuite Magda Bonalturo. Moi, je voulais juste dire que les aides, elles ne s'appliquent pas spécifiquement aux grandes entreprises. C'est-à-dire que les petites ont les mêmes aides. Elles y ont droit aussi. Oui. Mais elles y ont droit, et oui, parce que souvent, c'est plus facile d'être dans une petite entreprise, justement parce qu'on est moins perdu, je dirais. Quelquefois, il y a une proximité par rapport à la personne, et c'est plus facile, en fait, de gérer quelqu'un dans une petite entreprise que de perdre quelqu'un dans une masse, dans une grosse entreprise. Donc je veux dire, voilà, après il y a... tout se discute. Tout se discute, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous, par expérience, sur les personnes que l'on place dans des petites entreprises, souvent elles sont mieux, justement parce qu'il y a une proximité et il y a une sensibilité autre. C'est vrai que dans les grandes entreprises, il faut vraiment faire attention, il y a un accompagnement plus particulier. Donc voilà, après, toutes les aides, elles sont accessibles. L'aide n'est pas en fonction de la taille de l'entreprise, l'aide est en fonction de la personne. De quoi est-ce qu'elle a besoin? Est-ce qu'il y a besoin d'un aménagement particulier? Est-ce qu'il y a besoin d'une adaptation? Est-ce qu'il y a besoin d'un coaching? Est-ce qu'il y a besoin d'un diagnostic? Est-ce qu'il y a besoin de faire intervenir une ergothérapeute, etc. Donc on est vraiment pour aider la personne à ce qu'elle soit bien sur son poste et de voir après comment est-ce qu'on l'intègre. Mais c'est pas en fonction de la taille de l'entreprise, de la personne handicapée, etc. On voit déjà, est-ce que la personne, c'est son souhait de travailler? Est-ce que c'est ce qu'elle a envie de faire? Est-ce que c'est ce qu'elle peut faire? Et après, on envisage comment est-ce qu'on peut l'accompagner pour être au mieux sur son poste. Et là, on déclenche après toutes les aides en fonction de ce qu'il y a, si c'est un diagnostic, si c'est une aide plus financière pour intégrer, c'est-à-dire qu'on peut aussi permettre de la formation, etc. On est vraiment au cas par cas. C'est-à-dire que là, c'est pas la généralité et c'est vraiment en fonction de la personne. Mais tout est envisageable. Après, je dirais que quand il y a des problématiques, c'est les personnes qui sont les plus éloignées. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, quand il y a un surhandicap, une problématique psy, plus une problématique intellectuelle, plus une problématique physique, quand toutes les fonctions, elles sont atteintes, c'est beaucoup plus dur de trouver un environnement où je vais devoir à la fois avoir du cognitif, à la fois avoir du physique, à la fois l'adaptation est forcément beaucoup plus dure. Donc voilà, après c'est, je pense que là c'est du cas par cas. Oui, tout à fait. Magda Bonalturo, vous vouliez réagir? Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est très varié, qu'il n'y a pas la personne en situation de handicap, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les réponses qui peuvent être données, elles sont certes législatives, ce qu'on disait, revoir la loi, mais revoir la loi, c'est la revoir sur plusieurs items. On peut regarder, parce que ça peut être effectivement la taille des entreprises, la proportion, les aides qui sont attribuées, ça peut être beaucoup de choses. On a commencé effectivement par une première campagne qui est la question du regard, mais
elle va s'accompagner effectivement après de choses plus concrètes en termes d'évolution législative qui seront à voir en fonction des besoins qu'il y a. Mais c'est assez complexe parce que il n'y a pas une solution miracle. Il y a plusieurs actions qui peuvent être engagées et il faut voir ce qui le produit le mieux en fonction de ce qui est demandé du tissu économique. Justement, est-ce qu'aujourd'hui la situation est homogène partout dans le pays? Est-ce que cette question de l'insertion se pose avec plus d'acuité, par exemple, en province nord ou en province des îles? Richard Fournier. On n'a pas trop si vous voulez, les chiffres qui sont donnés. La province sud est beaucoup plus pointue à l'heure actuelle que la province nord ou avec les îles. Ça, c'est une chose. Mais je voudrais revenir sur, je crois, le principal. À l'heure actuelle, nous avons une loi qui date de 2009. Ça a été voté, ça a été une chose de fait. Maintenant, avec Madame Champ-Moreau, qui est chargée du gouvernement du handicap, on a décidé que d'abord on mettait en place le schéma directeur sur le handicap, que l'on allait revoir le fonctionnement du fonds d'insertion professionnelle, du conseil de handicap, situation plénière ou sociale. On va revoir un peu toutes les parties qui existent à l'heure actuelle de la loi et de son fonctionnement. Et est-ce qu'on va répondre à votre exigence d'information dont vous nous avez fait part? Oui, je pense qu'on est bien parti là. Si vous voulez, alors d'abord, je voudrais signaler aussi une chose, c'est que le plus mauvais employeur, c'est à l'heure actuelle l'administration. C'est l'employeur public. C'est l'employeur public qui monte pas trop l'exemple. Qui monte pas trop l'exemple. Bon, ça, maintenant, s'ils ont l'information, qu'ils fassent ce qu'il faut. Mais je suis pas là pour tirer à boulet rouge ou montrer du doigt. C'est un constat. C'est ce qui nous a été rapporté. Maintenant, on veut revoir toutes ces lois. On a appelé ça le toilettage des lois, on appelle ça revoir comment fonctionne le fonds d'insertion professionnelle, comment on peut faire avec les services, parce que les services sont impliqués avec le patronat. Il faut qu'on se mette autour de la table et qu'on dise bon, ça marche, ça marche pas. Et la loi sur le handicap a été votée, le contenu avait été plus ou moins bien vu, mais ils ont eu le mérite de mettre quelque chose en place. Maintenant, il faut qu'on se penche tous sur ce qui marche bien, ce qui marche moins bien. Que peut-on faire pour améliorer le travail des services? Parce que ces services, s'ils existent, c'est pour tout de même nous aider. C'est pour nous amener des statistiques, c'est pour nous amener de la formation, des stages, etc. Et pouvoir aller de l'avant pour les personnes en situation de handicap. Je répète toujours qu'ils peuvent travailler en milieu ordinaire, en milieu semi-protégé et en milieu protégé. Et d'autres qui ne pourront jamais travailler, mais ça, on le sait. Donc, quand on aura Est-ce qu'il y a pour vous justement suffisamment on a parlé des 2 CAT, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui par rapport aux besoins calédoniens, donc ces centres d'aide à l'emploi qui sont vraiment au travail, qui là prennent vraiment en charge les personnes qui doivent être plus qu'accompagnées, mais être en situation protégée? Moi, je vais vous faire une réponse. À l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a pas assez. Mais comme on n'a pas les chiffres exacts du nombre de personnes handicapées et de leur possibilité de travailler dans un secteur ou l'autre, une fois qu'on aura ce schéma directeur, ce schéma directeur va permettre de nous dire exactement, je vais aller plus loin tout à l'heure, vous allez voir pourquoi. C'est un inventaire total, savoir que dans la commune du nord de Poum, il y a un handicapé. Ok. À Pam, il y a 3 handicapés. On saura exactement le nombre d'handicapés, le type d'handicap, le taux de handicap, la formation de ces personnes, leur capacité à travailler. Une fois qu'on aura tous ces chiffres, c'est un peu comme dans l'éducation nationale, on aura des élèves en seconde, en première, au terminal, etc. Ça va être la même chose. Ceux qui sont capables de passer le bac, pas de passer le bac. Eh bien, ça sera exactement la même chose. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais vous soumettre, pour terminer, une déclaration Alexander Oesterling, qui est l'un des personnages que les Calédoniens vont voir, voient déjà dans la campagne, notamment télé et sur les grandes affiches de Nouméa, et qui disait donc, lui, il travaille dans l'architecture, et il disait ceci: les personnes handicapées ne sont pas forcément moins performantes si elles sont bien ciblées et formées. Est-ce qu'aujourd'hui, en Calédonie, est-ce que vous-même, vous pensez que tout le monde en est convaincu? Mireille Lévy. Je pense qu'au niveau d'éducation nationale, par exemple, l'accueil des enfants handicapés a été bien pris en charge. Donc, on peut suivre quand même ces personnes. Je connais bien une polyhandicapée qui s'appelle Charlotte, qui a fait des études, qui est partie en France, qui revient. Voilà.
dès le départ, il faut intégrer ces personnes dans la vie de tous les jours, que l'œil du public change vis-à-vis de ces personnes handicapées, qu'elles soient visibles ou pas visibles. Le handicap, c'est pas toujours facile, hein, parce que vous allez voir une personne, on va vous dire elle est handicapée, mais visiblement elle ne l'est pas. C'est difficile pour le public de faire la différence. Donc, il ne faut pas que la personne handicapée se replie sur elle-même. Quand on dit que cette campagne qui démarre, là, qui a été d'ailleurs financée par le Fonds d'insertion, hein, c'est pour changer le regard du public, des entreprises, etc. Mais moi, je dis, c'est aussi aux handicapés à se faire connaître et reconnaître. Il faut qu'il y ait un partage de tout le monde. Il n'y a pas que le côté négatif qu'il faut voir. Changer le visage, changer le regard par rapport aux handicapés. Il faut aussi que le handicapé veuille bien se faire reconnaître. Par exemple, je connais des entreprises où il y a des personnes handicapées qui ont quelques difficultés, mais qui ne veulent pas se faire reconnaître handicapées. L'entreprise n'a pas la possibilité de faire l'aménagement de poste, etc., parce que la personne ne veut pas se faire déclarer travailleur handicapé. Voilà, il y a dans les deux sens qu'il faut... Mireille Cassin, vous qui êtes justement à la jonction entre les employeurs et les demandeurs d'emploi, est-ce que cette association-là qui est faite entre handicap et performance, aujourd'hui, elle paraît, elle est possible, elle est concrète dans l'esprit de tout le monde, des employeurs et des travailleurs handicapés? Elle est non seulement possible, mais elle existe déjà. C'est-à-dire que nous, on a des employeurs qui nous disent mais si vous en avez d'autres comme ça, vous nous faites connaître les publics handicapés qui quelquefois sont plus performants que les personnes qui sont en entreprise. Enfin, je veux dire que là, après, ça fait partie de la personne aussi. Enfin, là, on a, voilà, par exemple, sur les déficiences auditives, on a des publics qui sont très, très performants dans tout ce qui va être à la production, parce que, c'est vrai, ils perdent pas de temps à discuter et tout ça. Donc, voilà. Bon, là, c'est il y a toujours petit cliché, mais je veux dire que, caractéristiques. Et il y a des personnes qui sont tout à fait pertinentes et performantes sur leur poste, oui, bien sûr. Magda Monal-Thureau, vous parliez d'évolution réglementaire, un petit calendrier, un petit échéancier. Est-ce que pour vous, en gros, quand est-ce que ça va bouger ? Non, j'ai pas de calendrier là. Je crois que ce qui est important, alors, et il en a donné un là. Ce qui est important, c'est que tout le monde puisse travailler ensemble. Ce que vous disiez, hein, et ça ne peut pas être le fruit que d'une décision, que d'une partie, parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Hein, sinon, ça se saurait. Donc, il faut commencer par faire ce schéma, discuter, voir quels sont les besoins, quelles sont les contraintes, les tissus économiques, la situation économique, et à partir de ces éléments, ensuite engager les réformer. L'aménagement de la loi ne doit être que la dernière étape. C'est celle qui va résulter des décisions qui seront prises avant. Le mot de la fin, il sera pour vous, Richard Fournier. On est malgré tout sur la bonne voie entre cette grande médiatisation et du coup ce nouveau débat. Je pense, oui. Franchement, je pense. Au collectif, on en a parlé ces derniers temps. Je crois qu'il y a une stabilité politique, je touche du bois, qui va nous permettre d'avancer. Parce qu'il faut reconnaître que beaucoup de dossiers ont été retardés un peu à cause de toutes les histoires politiques que nous avons eues. Mais là, il y a vraiment une volonté de travailler ensemble et de faire quelque chose. Ça, franchement, oui. Et je félicite tout le monde pour ça. Mesdames, messieurs, merci d'avoir participé à ce débat sur NC Première. Une émission que vous pourrez, chers auditeurs, entendre ou réentendre dimanche à 17h et qui sera prochainement disponible sur notre site internet. Bel après-midi à tous.